Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal des titres de ce 6 janvier. La grève des médecins généralistes, le mouvement ne faiblit pas. Nous irons ce soir au pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours. Urgentistes, oncologues et urologues ont eux aussi boycotté la carte vitale. Vente aux enchères au Helder, c'est une page qui se tourne. Le café devenu bar-restaurant installé rue Nationale à Tours depuis 1958 va disparaître. Et puis un boulanger-pâtissier de Chinon s'est associé aux sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire pour promouvoir la mission de recrutement des pompiers folondaires. Nous fêterons l'épiphanie ce soir. Bonsoir à tous. Boycott de la carte vitale, plus rien ne les arrête. Les médecins partent en guérilla administrative contre Marisol Touraine et la loi santé qui devrait être débattue au Parlement au mois d'avril prochain. Le mouvement ne faiblit pas, bien au contraire. Au pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours aujourd'hui, urgentistes, oncologues et urologues ont fait grève. Les patients, disent-ils, doivent toujours avoir le choix entre le secteur public et le secteur privé. Anaïs Michaud. Au pôle santé Léonard de Vinci, un vent de grogne souffle. Un vent inhabituel dans le secteur privé, mais c'est pourtant écrit en toutes lettres. Les médecins sont en grève. Une grève des consultations du 24 au 31 décembre, suivie d'une grève dans les services. Ainsi, Laura Drouet, gynécologue obstétricien gréviste, est aujourd'hui présente car elle a été réquisitionnée par la préfecture et l'agence régionale de santé. Dans son service, différentes actions permettent de sensibiliser les patients. Lundi et mardi, l'ensemble du programme opératoire avait été décalé pour tout ce qui était décalable, bien sûr sans mettre en danger les patients. Hier et aujourd'hui, il a été donné comme consigne de ne pas prendre les cartes vitales. Donc on remet un petit papier aux patients pour expliquer pourquoi on ne prend pas la carte vitale. Ils me font un chèque et je l'encaisse qu'en différé en attendant qu'ils aient été remboursés. Pour Pierre-Étienne Cailleux, oncologue et radiothérapeute au pôle santé Vinci, la richesse du système de santé français vient du fait que les patients ont le choix entre secteur public et secteur privé. Et pour lui, c'est justement cette liberté que remet en cause le projet de loi de santé. Aujourd'hui, pour qu'une clinique fonctionne, il faut qu'il y ait des autorisations, des accréditations. Quand les accréditations et les autorisations viendront à échéance, si on ne fait pas partie du service public, l'ARS est en droit de supprimer l'autorisation qui revient à la clinique et de la redonner à n'importe quel autre établissement qui fait partie du service public. Distribution de tracts aux patients, pétition. Pour les médecins grévistes, tous les moyens sont bons. Pas question bien sûr que ce soit les patients qui trinquent, mais ils se déclarent d'ores et déjà en guérilla. 150 kilos de cheveux déposés devant la préfecture ce midi. C'est au tour des coiffeurs de manifester. Une soixantaine du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire venus revendiquer une baisse des charges et réclament une TVA à 5,5 et la suppression du compte pénibilité. Notamment, en 5 ans, le secteur aurait perdu 11 600 emplois. Nous sommes aussi là pour la suppression du compte pénibilité, qui est un vrai sacerdoce pour nous. Nous sommes là aussi contre la lutte contre la concurrence déloyale avec les auto-entrepreneurs. Et nous sommes enfin là aussi contre la loi Hamon, on souhaite l'abandon de l'obligation d'information préalable des salariés pour la vente de nos fonds de commerce. L'enquête sur les suicides à France Télécom est désormais close. Son ex-patron Didier Lombard a été mis en examen pour harcèlement moral, ce qui pourrait permettre la reconnaissance à l'avenir par la justice d'un harcèlement moral institutionnel. Je vous rappelle que sur les 35 suicides en France qui se sont produits en 2008 et 2009, un homme de 51 ans s'était suicidé sur son lieu de travail, la centrale téléphonique d'Amboise. Un mot de politique pour vous dire que l'UMP et l'UDI d'Indre-et-Loire partiront ensemble pour les départementales des 22 et 29 mars prochains. Philippe Briand et Christophe Boucher sont tombés d'accord et présenteront des binômes UMP et UDI dans les 19 cantons. On en parle à la fin de ce journal. Le président de l'UDI, Christophe Boucher, sera l'invité de la rédaction. C'est une page qui se tourne. Le café devenu bar-restaurant, le Helder, installé rue Nationale à Tours depuis 1958, va disparaître dans le cadre du réaménagement de la rue Nationale. Aujourd'hui, une vente aux enchères était organisée, empreinte de nostalgie. Audrey Champigny. Curieux, habitués, voisins et même anciens salariés, tous s'étaient donné rendez-vous une dernière fois au Helder pour assister à la vente aux enchères du matériel du bar. En raison de la future restructuration du haut de la rue Nationale, il avait fermé le 20 décembre dernier. C'est encore tout le matériel avec lequel j'ai travaillé, etc. Du coup, j'ai pas encore de sentiment ou de ressentiment
Je verrai plus à partir du moment quand il n'y aura plus rien dans l'établissement, où je pense que le vide se fera aussi dans ma tête. C'était un petit endroit que le dimanche on donnait rendez-vous avec des amis et on aimait bien prendre le petit café, tout ça. Et c'est un bar qui est ancré dans la ville de Tours depuis X années. Ce café mythique existait depuis l'avant-guerre et était devenu au fil des années un endroit unique en son genre, grâce notamment à un certain Robert Sabourin. Grande figure tourangelle, cet ancien journaliste et propriétaire des lieux, décédé en 2011, avait été le fer de lance d'une époque où hommes politiques, chefs d'entreprise et clients lambda venaient se retrouver autour d'un verre. Et c'est Robert pour moi qui part une dernière fois. Voilà, c'est un peu le dernier... J'ai presque envie de dire c'est le dernier pied de nez que Robert fait à la ville de Tours. Pour les derniers propriétaires qui ont vu défiler 3 générations en 20 ans, le Helder, c'est aussi des rencontres marquantes et des anecdotes. J'avais un client qui va rester anonyme. Lorsque sa femme était prête à accoucher, c'est très drôle en fait, il venait au Helder et il mangeait un plat particulier quand il voulait, parce qu'il voulait des enfants, des fils. Et il est venu une première fois, il a mangé ce plat particulier, il a eu un fils. 3 ans plus tard, sa femme de nouveau était enceinte et avant qu'elle n'accouche, il est revenu. Il a mangé le même plat, il a eu de nouveau un autre fils. Et il est venu une 3e fois, il a remangé le plat, mais il a eu une fille. Mais bon, il nous en a pas voulu pour autant. Tout comme les autres commerces situés en haut de la rue Nationale, le Helder devrait être démoli courant 2015. La construction des hôtels, elle, devrait commencer en janvier 2016. On passe au sport. En 16e de finale, donc, Tours sera opposé à un club de Ligue 1, Saint-Étienne, après avoir remporté les 32e de finale contre Le Mans 3-1. Actuellement, Saint-Étienne est 4e de Ligue 1, une grosse équipe qui sera certainement favorite. La dernière fois que Tours a franchi le cap des 16e, c'était lors de la saison 2007-2008. On écoute Jean-Luc Ettori et 2 autres supporters. Oui, c'est un beau match. Je crois qu'on est tous très contents de recevoir les Verts. Je pense que ça va, sur le plan populaire, ça va attirer beaucoup de monde au stade de la Vallée du Cher. Maintenant, si on avait eu à choisir, on aurait pris le plus petit, mais bon, c'est comme ça. Donc, un bon match en perspective. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est plus petit, ça aurait été mieux, mais bon, après c'est Saint-Étienne, donc ouais, c'est un club mythique, donc c'est toujours intéressant. Ça va remplir le stade, ça va faire une belle ambiance, j'espère. Eh bien, qui renouvellent leurs prestations de fin 2014-2015, et puis pourquoi pas y croire. Les 16e de finale prévus pour le 20 ou le 21 janvier. Le TVB joue lui les quarts de finale de la Coupe de France demain à Grenon. TVB tenant du titre va affronter 7 qui s'était imposé sèchement 3-0 mi-novembre dans cette même salle. On écoute le manager du TVB Pascal Foussard qui s'exprime à la veille de ce match crucial. C'est le match le plus important de janvier parce que c'est le match qui va décider si on continue la Coupe de France ou elle s'arrête. La Coupe de France, c'est le plus beau palmarès du club, donc demain, il n'y a pas de choix, on n'a que le choix de gagner. On a du mal à finir nos sets, on a fait beaucoup trop de fautes de service par moment. Demain, il faudra gommer tout ça et puis avancer, quoi. Puis avoir un état d'esprit agressif et puis combattre, il n'y a pas d'autre choix. À Tours, 4500 m² en plein cœur de ville. Les travaux de construction du centre contemporain Olivier Debré démarrent. L'occasion de faire un point d'étape sur ce chantier après plusieurs démolitions et de s'intéresser aux projets culturels mis en place. Agnès Michaud. C'est du noir qu'apparaît la lumière. En haut de la rue Nationale, à la place de l'école des Beaux-Arts, il a donc fallu faire place nette pour voir apparaître ce qui était pourtant existant. Le bâtiment principal a été démoli, sauf une partie qui surgit alors dans toute son immensité, la nef. 30 mètres de long, 11 mètres de large et 13 mètres de haut. Un bâtiment qui date de la reconstruction dans les années 50, sous l'impulsion de Jean Patou. Il sera ouvert sur 3 côtés et dédié à une seule installation monumentale d'Olivier Debré. Les frères Mathéus, des architectes portugais renommés, y adjoindront de nouveaux bâtiments où dialogueront les œuvres intemporelles du peintre ligérien et celles d'artistes contemporains. Je crois que c'est ce qui fait toute la différence entre un musée qui n'est pas, puis c'est un centre de création contemporaine et c'est mettre en interaction avec, au fond des regards croisés, cette œuvre qui a été celle de la fin du XXe siècle, avec aujourd'hui celle qui est portée par le XXIe siècle et encore une fois autour des artistes aussi les plus contemporains. Avec ce CCC Olivier Debré,
C'est un nouveau signal urbain fort qui prend place en haut de la rue nationale. Je pense qu'il faut, pour notre territoire, c'est vrai pour la ville et c'est vrai pour la Touraine en général, ne pas s'arrêter à un temps de l'histoire qui a été très marquant dans notre région, celui de la Renaissance. Je pense qu'on vit une période à peu près identique, même si on n'en a pas tout à fait conscience en ce moment, et l'art contemporain, c'est un des éléments de développement pour nos territoires. Le centre de création contemporaine de Tours a toujours été dans des lieux provisoires. On a commencé derrière la cathédrale, on est derrière la gare, on a toujours été derrière quelque chose. Donc ça fait 12, 15, 16 ans qu'on travaille sur ce projet et que voir tout à coup les choses se concrétiser physiquement, c'est très très émouvant. Aujourd'hui, le CCC enregistre plus de 15 000 entrées par an, mais dès l'été 2016, l'ouverture du nouveau CCC Olivier Debray sur ses 4 500 m² situés au cœur de ville permettra d'accueillir un public plus large et plus nombreux. Épiphanie aujourd'hui et une initiative solidaire originale. Un boulanger-pâtissier de Chinon s'est associé aux sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire pour promouvoir la mission de recrutement des pompiers volontaires. Romain Delville. Si Pâques est l'apanage des chocolatiers, l'Épiphanie et plus généralement le mois de janvier, c'est le temps de la galette des rois. À 2 pas du château de Chinon, Denis Sébron propose galette traditionnelle, galette frangipane, poire et chocolat et aussi la galette aux pommes, sans frangipane. Mais cette année, le boulanger-pâtissier s'est associé au SDIS 37, le service départemental d'incendie et de secours, pour promouvoir le métier de pompier et la mission des pompiers volontaires. Dans la galette, c'est donc un petit sapeur-pompier qui fait office de fève. Le fait d'être sur un axe passager, de voir assez régulièrement les pompiers passer malheureusement quand ils se dirigent direction les urgences, c'est vrai que je me suis dit tiens pourquoi pas leur proposer un partenariat et puis c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement et puis ils ont assez rapidement adhéré à l'idée et puis voilà on a fait quelque chose ensemble, au moins comme ça c'est utile pour tout le monde. Voilà, puis ça leur permet de promouvoir leur métier, le métier de pompier volontaire également. Une pâte feuilletée croustillante, une frangipane à base de crème d'amande et surtout, ne pas oublier l'un des 10 petits personnages au casque argenté. Pour cela, Denis Sébron a un truc. Il y a une petite méthodologie pour être sûr de ne pas l'oublier. Au moment où on dépose les fonds de pâte feuilletée, on met la fève tout de suite, ce qui permet de l'avoir à côté. Si on l'oublie, on va tout de suite le savoir. Parce que oui, effectivement, c'est problématique. Les gens ils achètent aussi la galette pour la galette, mais également pour la fève. S'il n'y a pas 6 personnes à la fève, ça pose un petit problème. Derrière l'anecdote et la promotion des soldats du feu, il y a la solidarité, puisque pour chaque galette vendue, le boulanger-pâtissier reversera 1 € au profit des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le président de l'UDI 37, Christophe Boucher, nous rejoint. À tout de suite.